tous, donc c'est Mathieu en direct de Guadeloupe. Je vais revenir un peu avec vous du coup sur cette route du Rhum 2022, le petit bout de route du Rhum que j'ai pu faire, le début de la course et l'abandon et les raisons de cet abandon. D'abord, je voulais, je pense, revenir sur la préparation avant d'arriver à la route du Rhum. On était vraiment dans des très très belles conditions. On a fait un gros travail avec Vincent sur le bateau et puis aussi sur moi, quoi. L'état d'esprit avant le départ était vraiment très très bon. Euh, Avec le préparateur de course, j'étais vraiment serein au moment du départ. En plus, comme il y avait eu le faux départ entre guillemets 2 jours avant avec le départ reporté, on a pu partir sans pression et vraiment assez détendu. Donc, euh, donc ça, c'était assez agréable. Et ensuite, le départ en lui-même, il y avait pas mal de vent, un départ au près. On avait très vite ciblé avec Vincent quand on était sur l'eau au début on avait identifié ce qu'on voulait faire pour le départ. C'est-à-dire partir un peu second rideau à la bouée au niveau de la ligne, là où en fin de compte il y avait tout le monde, ou bien partir un petit peu sous le vent, mais dégagé et au top départ. Donc moi j'ai toujours été plus à l'aise avec ça, je pense que c'est très important de partir dégagé sur ces départs où il y a beaucoup de bateaux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un départ lancé qui était bien au top départ, tellement que j'ai été assez stressé jusqu'à recevoir la liste des bateaux qui étaient partis un peu en avance. Et donc j'étais pas dedans. Donc c'était un super départ, très intense évidemment, beaucoup de bateaux, beaucoup de vent au près. Et après, j'étais bien dans le rythme, j'ai plutôt une bonne vitesse au près, donc j'étais bien positionné par rapport aux autres. Et je suis arrivé au Cap Fréhel, donc la bouée de dégagement. J'ai pas regardé en détail, mais je pense entre 5 et 6e à peu près. Et là, le vent est complètement tombé et on était contre-courant. Et en fait, la plupart des concurrents devant ont viré pour être pile poil dans la porte de passage. Or, le courant était très fort à cet endroit-là. Moi, je suis vraiment allé coller la côte. Et ce qui a fait que j'étais vraiment pile dans l'axe du courant. Et grâce à ce courant et un petit changement de voile, je pense au bon moment, j'ai réussi à passer la ligne du Cap Fréhel en première position. Donc ça, c'était une étape assez incroyable. C'est toute une première phase qui me stressait pas mal avant le départ. Les derniers jours avant, justement cette phase de départ jusque Cap Fréhel. Parce que beaucoup de bateaux, évidemment l'envie de bien faire, même s'il y a des courses longues, on sait combien le départ est important. Pour être dans des bonnes dispositions psychologiques pour le début de course. Et là, je pense que j'ai vraiment monté. Après, on a fait du près tout le long de la côte bretonne. Une nuit de course super intense, très très intense, avec beaucoup de manœuvres. Et on a été dans les cailloux au ras de la côte bretonne pour s'abriter du courant. En pleine nuit, je suis vraiment passé dans des zones très 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 proches des cailloux, à se faire des petites. La première nuit, là, il y a 2 ou 3 bateaux qui ont touché les cailloux, qui ont dû abandonner. Voilà, donc c'est toujours étonnant de prendre autant de risques au départ d'une course. Mais encore une fois, être devant quand on entame le premier bord un peu long de cette course, c'est vraiment important. Et comme c'est des zones où il y a beaucoup de courants de marée, si on arrive en retard dans le courant, on peut perdre beaucoup de place. Donc voilà, il fallait vraiment être vraiment attaqué très fort la première nuit. Voilà, donc le matin, on arrive à la Pointe Bretonne. Je suis dans le trio de tête, quoi, je pense. Et on passe par le Fronveur, donc c'est un passage qui est au sud de l'île de Ouessant. Et là, on avait vent contre courant, donc c'est une petite vidéo que je vous avais envoyée d'ailleurs où la mer est vraiment blanche. Et là, on est vraiment secoué très très fort dans cette zone-là. Donc parti sur les chapeaux de roue, et là on a attaqué direct l'amorce du premier front. Donc on est parti au près assez rapidement. Voilà. Globalement, tout le départ de la course, moi les 5 jours de course que j'ai fait, ça a été que avec un bateau extrêmement penché. Donc j'étais à
à minimum 30 degrés de gîte, quoi. Donc, vraiment très très penché. Des conditions assez extrêmes et avec beaucoup de vent tout du long. Donc il y a eu le passage d'un premier front où on a eu des vents jusqu'à 44 nœuds, mais qui est passé assez rapidement. Donc celui-là était plutôt... Enfin tous, hein, ça s'est bien passé. Moi j'étais assez à l'aise dans ces conditions. C'est vraiment quelque chose qu'on avait travaillé en détail, notamment avec Kevin Bloch avant la course. Vraiment la configuration du bateau dans le gros temps. Comment le bateau est réglé, où sont les affaires, où est les matériels. Enfin voilà, on a vraiment détaillé tout ça. Donc j'ai pu aborder ces phases de vent très fort de façon très calme et préparée. Donc j'étais vraiment super concentré. L'objectif c'était de pas abîmer le bateau. Et voilà, ça s'est super bien passé. Moi, je suis assez à l'aise dans ces conditions. C'est des conditions que j'aime bien. J'ai de la chance de pas du tout avoir le mal de mer, donc j'ai pu bien manger, bien boire, relativement bien dormir pendant les 5 premiers jours de course. Alors je sais que c'est difficile pour certains concurrents. Globalement, stratégiquement, c'était relativement simple. On savait qu'on allait chercher des fronts, donc il y a du gain à faire à l'ouest. Donc on fait du prêt pour se rapprocher du front. On commence à être dans le front, donc enfin à l'avant du front. Donc le front froid, c'est une zone au sud d'une dépression dans lequel on a à l'avant du sud-ouest pardon, et derrière le front du nord-ouest. Et en fonction de la vitesse de déplacement de ce phénomène, on va plus ou moins vite vers l'ouest pour le chercher. En général, on n'est pas au près, on est autour de 70 degrés du vent réel à peu près. Et on a des bateaux qui vont très vite à ces allures-là. Or, on a la mer de face, ça fait des conditions assez violentes. Voilà, donc on a passé ce front assez actif. Et là, ensuite, c'est là que j'ai vu la plupart des concurrents tirer un peu la barre. Donc faire une route un peu plus sud que la mienne. Et donc accélérer, parce qu'ils s'écartaient un peu de l'axe du vent. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et voilà, et ma seule explication, c'était qu'ils ne voulaient pas aborder le front dans sa zone la plus dense. Le troisième front plutôt, qui nous attendait, avec effectivement des vents annoncés à 40 nœuds sur les fichiers de vent. Donc ça fait 40 nœuds établis et des rafales à plus. Donc c'est vraiment des très grosses conditions. Voilà, donc là moi je me suis décalé au nord de tout le monde parce que pour moi c'est ça qu'il fallait faire, c'est ce que me donnaient mes routages et c'est comme ça que j'abordais le problème stratégique. Là je me suis fait quand même des bons nœuds au cerveau, hein. C'était pas évident de savoir s'il fallait y aller ou pas dans cette dernière petite tempête. Donc on actualise les fichiers de concurrents, on peut recevoir toutes les heures la position des concurrents. Donc là clairement j'actualisais toutes les heures, voir ce que chacun fait. Mais encore une fois, pour moi, c'était la bonne position d'être au vent de la flotte, donc un petit décalage nord par rapport à tout le monde. Et ensuite, on avait encore un phénomène de front froid à passer. Et pour moi, j'étais bien positionné pour l'attaquer. Donc au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai viré de bord pour aller attaquer cette zone de vent très fort. On savait que ça durerait toute la nuit. Donc voilà, pareil, je me suis super préparé. Le bateau était vraiment d'attaque pour affronter ça. Les modèles météo étaient assez précis. On a vraiment eu ce qui était prévu dans les modèles, c'est-à-dire environ 8 heures à plus de 30-35 nœuds et 1 heure à plus de 40 nœuds. Donc tout ça à peu près 70 degrés du vent avec un bateau, je crois que sur la nuit j'étais à 13 nœuds 7 de moyenne. Donc ça fait un bateau entre 12 et 15 nœuds un peu tout le temps, quoi. Donc c'est quand même assez rapide. C'est complètement invivable à bord. Dehors c'est la guerre, c'est trempé, c'est extrêmement gité. C'est pas évident d'être dehors, même si j'ai été beaucoup dans les sièges de veille, pour ceux qui connaissent un peu le bateau. À réguler la grand voile principalement. Et dans le bateau c'est pareil, il y a tellement de gîtes que c'est assez dangereux. Tout ça de nuit, et donc là une nuit un peu apocalyptique. Une tempête comme je n'en avais jamais connu. J'avais jamais navigué dans ces conditions-là. Mais encore une fois, j'aime bien la brise, donc je l'abordais avec un peu d'excitation même. J'avais hâte d'aller voir un peu ce que c'est que naviguer dans ces conditions. Et donc j'étais bien préparé. La nuit s'est très bien passée. J'avais préparé mes voiles d'avant.
c'est-à-dire rouler le J1, j'étais sous J2, donc c'est notre petit phoque, et j'avais même le tourmentin qui était gréé, donc vraiment la petite voile de. Et la grand voile était arisée à 2 riz, donc réduite de 2 étages. Et ben pour moi c'était maniable, manœuvrant dans ces conditions-là. Donc voilà, je faisais une bonne nuit. Là, j'avoue que j'ai pas du tout regardé la position des autres dans le front et leur vitesse. J'étais vraiment concentré sur mon bateau. Moi, j'avais plutôt en tête qu'il fallait que j'accélère, en me disant tiens, les autres doivent aller plus vite. Or, je crois que j'étais quand même un des plus rapides dans le front. Voilà, donc tout se passait très bien. C'était dur, hein, j'étais très concentré. Il faut passer la nuit. Et je savais que le matin, le vent allait mollir progressivement, puis tourner, une fois qu'on aurait passé le front. Voilà, j'ai eu un petit problème avec de l'eau dans le bateau pendant la nuit. En fait, c'est mon système de ballast que j'ai laissé allumé, et donc l'eau a un peu fui dans le bateau. Donc je me suis retrouvé avec pas mal d'eau dans le fond du bateau. En fait, c'est ce qui m'a pas sauvé, mais c'est ce qui m'a bien aidé, puisque en fait, au moment où le bateau a tapé un OFNI, j'étais assis par terre dans le fond du bateau, sous le vent, et adossé à une cloison du bateau. Donc en fait, le bateau s'est arrêté net à, j'imagine, 13 ou 14 nœuds. Il est passé quasi à zéro, donc vraiment un gros stop. Et si j'avais été debout ou ailleurs, ça aurait pu générer une grosse chute sur le bateau. Donc j'ai eu de la chance dans cette aventure de ne pas me blesser moi. Voilà, donc là ça tape très fort, en pleine nuit dans 40 nœuds de vent. Donc moi je saute à l'extérieur parce que j'ai entendu un grand bam et mes safrans se sont relevés. Enfin, l'un des 2 safrans, celui qui était sous le vent, donc celui qui me gouverne, qui dirige le bateau, s'est relevé. Donc j'ai sauté dehors pour le remettre à l'eau. Là j'ai une chance aussi encore, c'est que le bateau n'a pas décroché. En fait, sans safran, il a continué d'aller tout droit, ce qui est assez incroyable. Mais quand les bateaux sont équilibrés, ça file même sans le safran. Après, je l'ai très vite remis dans l'eau, hein. Voilà, et là il faisait nuit noire et trop de vent pour que je puisse faire quoi que ce soit sur le bateau. Donc pour moi, le bateau allait bien, il a repris sa vitesse, donc voilà, je suis rentré dans le bateau et je me suis mis en sécurité en disant qu'une fois qu'il ferait beau, qu'il ferait jour, avec le vent baisserait, je pourrais vérifier qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc voilà, la nuit s'est passée, je sentais bien qu'il y avait des vibrations et je me doutais bien que la quille était abîmée. Mais bon, j'espérais que ce soit pas trop grave. Voilà, donc la nuit s'est plutôt bien passée. Le lendemain, tout se passe comme prévu sur les modèles météo. Donc le vent commence à faiblir un petit peu, puis à tourner. Donc je vire. J'étais vraiment très content de mon placement stratégique par rapport aux autres. A priori, j'étais 4e au moment du virement de bord. Et je pense pouvoir dire que j'aurais pu repasser en tête quelques heures après, parce que j'avais vraiment un meilleur angle par rapport au vent derrière le front, et surtout plus de vent. Et ça m'aurait bien servi pour allonger un peu la foulée derrière. Donc j'étais au moment de jouer le plus gros coup stratégique que j'avais fait jusqu'à maintenant en course, donc j'étais assez excité. Je vire de bord, je m'apprête à attaquer. Et là, en virant de bord, je constate qu'il y a un safran qui est cassé. Donc pas celui qui s'est relevé, mais l'autre. Lui, celui qui s'est relevé, en fait, il y a dû avoir un fusible qui a sauvé le safran. Et le deuxième ne s'est pas relevé, donc lui, il a cassé net. Donc il manquait peut-être 40 cm de safran, 50 à peu près. Donc ça m'a déjà inquiété. Je suis tout de suite allé voir la quille du bateau. On a une petite caméra pour voir s'il n'y a pas des algues dans la quille. Et grâce à ça, j'ai pu voir l'état de la quille et j'ai vu qu'elle était bien abîmée. Là j'ai arrêté le bateau, vent arrière, j'ai un peu paniqué pour être très transparent. J'ai tout de suite appelé Vincent, directeur technique du bateau, en lui disant oh là là c'est la catastrophe. J'ai pris un gros coup, quoi. J'étais assez abattu en me disant c'est l'abandon, je peux pas finir la course comme ça. Voilà, super triste, quoi, parce que le niveau d'engagement dans le début de course était vraiment extrême. J'avais très peu dormi du début de course. Et j'étais surtout super content de mon placement dans cette course, quoi. C'était au-dessus de ce que j'aurais pu imaginer. J'étais vraiment très bien dans le rythme et très bien à bord. Donc grosse déception, sauf que Vincent lui il me dit non mais la quille cassée et le safran cassé c'est rien, tu t'arrêtes aux Açores, on s'arrête 3 heures, je te change le safran, on coupe ce qui dépasse de la quille et tu repars à fond. Donc voilà, je me remobilise, je me remotive, j'étais prêt à y retourner. Vraiment très motivé, rien de bien méchant.
Et voilà, donc je me dis quand même je vais faire un check du bateau avant de repartir. Donc je m'étais remis sur la route, j'étais reparti. Et là je fais une vérification visuelle du bateau pour vérifier la structure. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que il y avait eu, j'imagine dans le choc, un contact à l'avant, et en fait toute la partie avant de la coque à tribord est complètement cassée. La coque était bombée vers l'intérieur du bateau avec de l'eau. Je voyais de l'eau quand j'appuyais avec mes doigts, ça dégonflait une sorte de grande bulle d'eau. Donc là, j'ai un peu, un peu paniqué. Enfin non, j'ai pas paniqué, mais j'ai appelé Vincent en lui disant ok, il y a un problème structurel. J'ai fait une vidéo, je lui ai montré, j'ai tout de suite attaqué une réparation de fortune. Parce que là, le risque, c'était clairement de remplir le bateau d'eau. Et c'est des bateaux qui coulent pas, mais ce serait rempli d'eau et il se serait mis quand même entre deux eaux. Donc il aurait fallu a priori évacuer le bateau. Enfin, c'était une situation sérieuse. Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut pour évacuer le bateau au cas où. Et après, je me suis tout de suite attaqué à réparer le bateau. Enfin, à consolider cette zone pour pouvoir ramener le bateau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé des plaques de fibre de verre sur le fond de coque avec de la colle structurelle. Tout ça, c'est un kit qu'on a à chaque fois parce qu'on sait que ça peut arriver ce genre de problème. Donc j'ai collé les plaques dans le fond du bateau et j'ai posé ensuite le maximum de matériel que j'avais dessus. Donc des bidons, des sacs, les voiles, l'encre, enfin vraiment tout pour qu'en fait la peau reprenne sa forme, la coque, et ne se déforme pas avec les vagues. Et ensuite, Vincent pendant ce temps-là a appelé l'architecte et le constructeur d'eau qui nous ont dit qu'il fallait effectivement rentrer et mettre le bateau à l'abri en essayant de ne pas aller trop vite. L'architecte parlait de 5 nœuds de vitesse. Alors moi en vérité j'étais plutôt autour du 8 nœuds, mais j'ai passé beaucoup de temps à chercher ce compromis pour que cette partie-là de la coque ne soit pas trop dans l'eau, pas trop sollicitée par les vagues. Et en fait je me suis rendu compte qu'en faisant vraiment gîter le bateau au max, c'était pas mal. Et voilà, donc j'ai fait route vers les Açores. Là c'est évidemment l'ascenseur émotionnel, je sais que je vais abandonner. Mais avec ce que je venais de vivre de première émotion liée à la découverte des dégâts, puis après Vincent qui me remobilise, en fin de compte là j'ai été assez presque neutre en fait. Je pense que j'ai eu un peu peur pour le bateau quand même. Et voilà, donc j'ai tout de suite évidemment appelé les sponsors, appelé les propriétaires du bateau, prévenu Vincent, prévenu mon entourage. Voilà, que je fais route vers les Açores, prévenu la direction de course bien sûr, qui est en lien un petit peu en permanence. Un énorme gars qui passe sur la Guadeloupe. Pour ceux qui sont en train d'arriver, ça doit être technique. Il pleut un peu. Voilà, donc je fais route vers les Açores, vitesse réduite, et en fait j'ai mis presque 30 heures à arriver aux Açores. Donc ça a fait un peu le premier sas de décompression, pendant lequel j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. C'est la première fois que j'abandonne une course, une grande course. C'est évidemment très dur à encaisser. Hein. Très dur à encaisser, surtout qu'on a énormément travaillé pour préparer cette course-là. Et qu'elle avait commencé de la plus belle des manières. Donc j'étais plein d'ambition pour le reste de la course et évidemment vraiment remonter. Je commençais à m'habituer à la vie à bord et j'avais hâte de pouvoir profiter un peu de la vie à bord parce que le début avait été très dur. Mais entre guillemets, j'avais fait le plus dur, quoi. Le plus dur physiquement était fait. Et après, le reste de la course, je ne doute pas que ça n'a pas été facile. Hein, mais c'est quand même des glissades sous spi importantes dans les alizés. Et voilà, moi, j'ai pas quitté mon ciré pendant 5 jours et c'était quand même assez violent. Et voilà, j'ai quand même eu un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Évidemment, je suis très déçu pour tous les gens qui ont cru à ce projet depuis le début. Mon entourage, les propriétaires du bateau, les sponsors évidemment, qui m'ont beaucoup poussé à, je pense, atteindre ce niveau de performance aussi. Et puis Vincent, avec qui je travaille toute l'année, qui a fait un travail dingue pour que le bateau soit aussi prêt. Voilà, après, j'étais quand même dans l'action parce qu'il a fallu ramener le bateau. Arrivé aux Açores, il y avait d'autres concurrents qui étaient arrêtés. Et voilà, on a très vite appris que Axel Tréhin, qui a exactement le même bateau que moi, allait s'arrêter aux Açores. Et il m'a écrit en me demandant si
si je repartais pas, est-ce qu'il pouvait m'emprunter un morceau de mon bateau. Et ils m'ont dit tout de suite que je ferais tout pour qu'il reparte si jamais moi je pouvais pas repartir. Donc en arrivant, on a constaté que le bateau était pas réparable. Il y avait une équipe. Il y avait Vincent évidemment, il y avait mon père, il y avait l'un des 2 propriétaires du bateau et Pierre-Emmanuel qui bosse avec nous régulièrement, qui était venu aux Açores. Donc déjà j'avais un super comité d'accueil. Il y avait toutes les équipes de Adrien Hardy qui étaient venus récupérer le trimaran de Thibaut Vauchel-Camus. Et voilà, et tout ce petit monde s'est mis au travail assez vite sur mon bateau et sur le bateau. Et donc on a fait l'échange des mâts, tout reconnecter, régler, regréer, pour que Axel puisse repartir en course. Donc voilà, donc un petit problème de connexion, je crois que c'est bon. Pardon. On a écrit une belle histoire avec Axel, on était ravis de le remettre en course le plus vite possible. Il est parti à minuit et demi, je crois, ou 1h du matin. Donc on était tous avec lui pour le départ, c'était vraiment un moment assez intense. Donc ça m'a aussi bien occupé l'esprit pendant mon arrivée aux Açores. Et ensuite, il a fallu que nous, on travaille beaucoup sur le bateau pour le sortir de l'eau d'abord, parce que la quille, qui est le bateau en lui-même, prenait l'eau en fait. Donc il faut assez vite les sortir. Donc là, encore une fois, Vincent a fait un travail énorme pour pouvoir trouver les compétences nécessaires. Et on a pas mal de contacts qui travaillent et qui vont arriver. Je pense que c'était important d'aller en Guadeloupe à l'arrivée et qui vont arriver. Je pense que c'était important d'aller en Guadeloupe à l'arrivée, finir cette histoire. Il y avait aussi tout mon entourage, ma famille qui allait en Guadeloupe et une partie des sponsors du groupe Interinvest qui travaillent ici en Guadeloupe. Donc je vais aller à leur rencontre, la rencontre des Voiles Papillons, une association avec laquelle on avait fait un événement l'année dernière, avec laquelle on va faire quelque chose cette année aussi. Et voilà, je vais accueillir Axel et Moma. Et après, je rentrerai en France pour réceptionner le bateau, le mettre en chantier. On va essayer de le réparer le plus vite possible. On en profitera pour faire ce qui était prévu, un petit chantier d'hiver, de la révision, de l'entretien sur le bateau. Et voilà, et l'année prochaine, on a une nouvelle saison qui nous attend, avec à la fin la Transat Jacques Vabre. C'est une saison en double plutôt. Et voilà, je pense que le début de course sur cette route du Rhum a été tellement prometteur à la rentrée. Beaucoup de sujets à traiter pour remettre le bateau à l'eau le plus vite possible et reprendre l'entraînement. Après, moi, j'espère que je vais naviguer sur d'autres bateaux et pas rester les bras croisés, clairement, pendant cette phase de chantier. Pour progresser, mais ça, on avait déjà commencé à établir le programme avant la route du Rhum. Donc, je connais les axes sur lesquels il faut que je travaille et c'est au programme, là, pour dès que je serai rentré. Voilà. Donc, je vous donnerai des nouvelles du bateau dès que j'en aurai plus. Pour l'instant, il est sous bonne surveillance aux Açores. On a des contacts qui prennent soin de notre bateau. Nous, on a tout préparé pour qu'il puisse rester quelques jours, quelques semaines, le minimum, on espère, mais là-bas. Voilà, posé en direct. Merci à tous d'avoir suivi cette course. Je voulais dire un immense merci, ça c'est important, à tous. Tous ceux qui m'ont beaucoup aidé. J'ai reçu vraiment des centaines de messages depuis, déjà, même en course avant que j'abandonne. Et à partir du moment où on a annoncé cette avarie, j'ai vraiment reçu énormément de messages de soutien et je dois dire que ça m'a quand même beaucoup aidé à surmonter cette épreuve, parce que c'est quand même pas facile à encaisser pour moi, mais le soutien a été incroyable. Donc merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui suivent ce projet, et je ne manquerai pas de vous donner plein d'informations du bateau, et de moi et de tout ce qui va se passer pour la saison prochaine le plus rapidement possible. Et voilà, et en attendant, on va aller accueillir les copains sur la ligne d'arrivée. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.